J'entends souvent des gens dire qu'ils ne peuvent pas investir car le marché est déjà beaucoup trop haut. C'est vrai que si on regarde simplement en tapant S&P 500 et qu'on met depuis le début avec ce que demande Google, je veux dire, moi en voyant ça, j'ai pas forcément envie de mettre mon argent dans une action ou un fonds qui a déjà pris plus de 800%. En fait, il y a plusieurs limites à ce genre de raisonnement. C'est qu'en fait, il faudrait regarder directement quelle a été euh, la croissance des bénéfices des entreprises sur cette période. Donc si on regarde depuis 1928, ce que vous voyez là en jaune, c'est le bénéfice par action des entreprises du S&P 500 et en bleu, le cours de bourse de l'indice. En fait, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que certes, on voit que le cours de bourse a énormément progressé, mais en fait aussi les bénéfices des entreprises a aussi progressé. Pourquoi est-ce que ça a progressé autant? Bah, de par l'inflation, tout simplement, et aussi les gains de productivité des entreprises. Les entreprises qui sont en 2025, 2026 dans le S&P 500 ne sont plus les mêmes entreprises que celles qui étaient là en 2000 ou en 1950. Ils sont des entreprises maintenant qui sont mondiales, qui ont un business model meilleur avec grâce à la technologie et des meilleures productivités. Si on regarde les rendements annuels du S&P 500 depuis 1929, on peut voir qu'il y a eu des très mauvaises années, notamment à cette période-là, mais que globalement, surtout depuis les années 2010, on a plus de bonnes années que de mauvaises années. C'est très important de comprendre que même si le taux moyen du S&P 500 qui est indiqué ici est de environ un peu plus de 10% depuis plus d'une vingtaine d'années par an, en fait on a très rarement des années où il y a plus de 10%. C'est plus des années où il y a plus 40%, plus 30, plus 15, plus 20, plus 30. Vous avez très rarement des années où en fait on est à plus 10. Donc c'est super important lorsqu'on commence à investir de ne pas s'attendre à faire du plus 10% par an. On va sûrement faire beaucoup plus 40%, plus 20, plus 25, plus 30, etc. Et avec des années à moins 13, moins 15, moins 20, moins 30%, moins 34% pour les pires années. Vous avez ici le nombre d'années depuis un peu plus de 20 ans, le nombre d'années où le rendement a été, par exemple, supérieur à 20%. On a eu 9 années supérieures à 20%, 3 années supérieures à 10%, 8 années entre 0 et 10. Et là, pour les pires années, euh, 2 années entre moins 30 et moins 40% quand même, hein. Donc faire moins 30 à moins 40%, il faut, pour remonter, on va dire, cette perte, il faut quand même faire beaucoup de gains. Si on regarde aussi quelle est la valorisation des entreprises dans le S&P 500, là je regarde le price to earning ratio, donc c'est le combien de fois on paye les entreprises. Donc là, actuellement, elles se payent 29 fois les bénéfices. On était monté en 2000. Pardon, en 2000, on était à 45 et en 2008, c'est monté à plus de 120 simplement parce qu'en fait, le price to earning, c'est en fonction des bénéfices. Et comme les bénéfices chutaient, le marché paraissait plus cher que ce qu'il n'était réellement. C'est le même cas en 2020 aussi, où malgré la bourse qui chute, en fait, les prévisions de bénéfices étaient faibles, donc le marché paraissait plus élevé. Ce qui montre la limite un peu de se fier uniquement à ce graphique. Mais donc en fait, ça permet de voir que historiquement, on est sur des prix quand même qui sont assez élevés, mais ces prix se justifient par des meilleures croissances de bénéfices des entreprises. Donc voilà, donc la limite à regarder ce genre de graphique, moi ce que je conseille toujours, c'est de bien regarder aussi le rapport là en voyant les bénéfices par action. Une fois qu'on voit ça, on se rend compte que le marché paraît moins survalorisé. Tout en faisant quand même attention, parce qu'actuellement, en fait, on est vraiment sur des plus hauts historiques avec des valorisations qui sont quand même assez élevées avec l'IA et des attentes de croissance des bénéfices qui sont assez élevées quand même. Moi, je continue d'investir sur le S&P 500. Comme vous pouvez voir sur mon PEA qui a un peu plus de 32 000 euros, j'ai deux ETF S&P 500 dans mon PEA, un où j'ai 10 000 euros et un où j'ai un peu plus de 14 600 euros. Tous les deux en plus-value, et j'avais historiquement aussi un autre ETF, Amundi S&P 500, qui a été passé en USG que j'ai vendu. C'est sur cet ETF-là que j'ai fait mon DCA pendant quelques années. Donc moi, je recommande vraiment, pour capter la croissance des bénéfices qui est attendue, de rester investi même si les marchés paraissent à des niveaux plus hauts historiques. C'est super important de continuer euh, de rester sur le marché tout simplement. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique en fait, qui montre le rendement du S&P 500, si vous êtes
investi à 100 entre 1996 et 2025, si vous avez raté les 10 meilleurs jours du marché, en fait, vous avez un rendement qui est 2 fois plus faible. Si vous avez raté les 20 meilleurs jours, vous avez que 49 000 $. Si vous avez raté les 30 meilleurs jours, vous avez un rendement que de 31 000 $. Sachant que souvent, les meilleurs jours arrivent juste après les pires jours. En plein crash du Covid, après, en fait, on a monté assez vite. Et au final, le rendement sur l'année 2020 était, voilà, était positif, à plus 8,3%. Pourtant, le marché a eu vraiment de la très forte volatilité. Donc c'est super important de rester bien investi sur le marché et de continuer à mettre un peu d'argent tous les mois dans le S&P 500. Si on regarde de quoi est constitué le S&P 500 par taille de la valeur boursière des entreprises, actuellement on a Nvidia qui est en premier, Nvidia qui a son bénéfice par action qui est en augmentation de près de 70% sur un an. En deuxième, on a Google, plus de 42%, Apple 29%, Microsoft 29%, Amazon plus 36%, Broadcom plus 147%, Meta plus 7%, Tesla qui est vraiment une entreprise assez spéciale qui a une très forte valorisation malgré des bénéfices en baisse, Walmart, Berkshire Hathaway, Eli Lilly plus 130% qui développe des médicaments contre l'obésité. Donc en fait, on voit que déjà en ayant le S&P 500, vous avez les entreprises qui sont en forte croissance. Donc en revenant à mon graphique qui montrait un price earning ratio de 29, c'est à mettre en relation avec la croissance des bénéfices. Enfin, pour terminer, je voulais vous montrer ce graphique qui montre la relation directe entre le S&P 500 et le PIB des États-Unis. Ça, en fait, ça montre en bleu, vous avez les estimations forward, donc de l'année prochaine, des bénéfices des entreprises, et en rouge, vous avez le PIB en valeur nominale. Ce qu'on peut voir directement, c'est qu'en fait, il y a une vraie corrélation entre les deux, et que l'évolution du S&P 500 est directement liée à l'évolution de l'économie. C'est pas que de la spéculation ou autre, en fait. Il y a des réelles tendances derrière qui expliquent que l'économie progresse et que donc le bénéfice par action des entreprises progresse. On remarque quelques périodes, notamment après la bulle de 2000, où l'économie a continué de progresser, hein. Ça n'a pas été une très grosse récession en 2000, tandis que les bénéfices par action des entreprises a pris quelques temps à progresser. Pareil en 2008, là, très fort impact sur les actions, sur les bénéfices des entreprises et aussi un impact assez prononcé sur le PIB. Mais on remarque bien en fait la forte corrélation entre les deux, avec néanmoins récemment une certaine envolée des bénéfices qui vont sûrement dépasser le PIB. Ça, c'est porté particulièrement par le bénéfice à l'international des entreprises américaines, qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ça explique, on va dire, ce début de décorrélation que je pense qu'il faudra surveiller par la suite. Donc pour moi, c'est important de continuer rester, euh, à rester sur le marché, continuer d'investir dans le S&P 500 particulièrement. Les États-Unis, c'est la principale économie développée qui continue d'avoir des taux de croissance à plus de 2 ou 3% par an. Nous, en France, on a moins de 1%. Les États-Unis continuent de creuser leur avantage technologique et économique. Attention néanmoins à un début de décorrélation entre le PIB américain et les bénéfices par action. Donc important de continuer à surveiller les valorisations et peut-être à privilégier une certaine diversification géographique en plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse me mettre vos remarques et vos avis en commentaire. J'essaie de continuer à améliorer mon contenu, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je reviens bientôt pour une autre vidéo. Merci.